La chaleur d'un rayon de soleil, une douce brise, un bon café bien chaud le matin, regarder son programme préféré à la télé, lire un livre, un magazine. Tous ces petits plaisirs de la vie font aujourd'hui partie de notre quotidien. On vit dans le confort presque sans se soucier de tous les sacrifices qui ont permis à notre société d'aujourd'hui de se construire. Les nouvelles technologies sont une opportunité formidable de progrès, d'information, d'éducation, de divertissement. De nos jours, tout doit aller toujours plus vite par peur de manquer l'événement, le coup de cœur, la dernière innovation technologique, le dernier vêtement à la mode, le dernier blockbuster. Mais est-ce que la vie a toujours été comme ça ? Il fut un temps où les anciennes générations avaient d'autres préoccupations beaucoup moins sophistiquées. C'était une vie plus simple, certainement, mais aussi plus dure. Le progrès se faisait plus lentement, souvent même dans la douleur, toujours au prix de grands sacrifices. Intrigant, surprenant, effrayant, comique, le décalage entre les époques est saisissant. Plus encore est le regard que portent les jeunes d'aujourd'hui sur ces images d'un autre temps. Surtout lorsque ces tranches de vie du passé parviennent à s'extirper comme par miracle du maelstrom d'images dont nous sommes abreuvés à outrance quotidiennement pour revenir sous la lumière des projecteurs. Bien qu'essentiellement européenne, la Grande Guerre de 14-18 fut le premier conflit à se dérouler à une échelle mondiale et industrielle. Par sa violence et son absurdité, elle allait marquer les corps et les esprits pendant plusieurs années. Mais les jeunes de maintenant, que connaissent-ils exactement de la Première Guerre mondiale ? Un siècle après, nous avons essayé de raviver cette mémoire, et les premières réactions étaient plutôt surprenantes. Il y a des personnes qui sont prêtes à mourir, qui attendent qu'ils meurent. Ils sont assis. Ils attendent pour l'armée. Commence la guerre. Et ben ils regardent le colonel, comment il s'appelle ? Le colonel. Colonel. Il y a un, il regarde la caméra, je sais pas pourquoi. Mais les autres, tous, ils regardent le... Il y a un qui est en train de... Comment on appelle ça, qui fait comme ça? Du piano. Voilà. Il y a un qui fait du piano et il y a l'autre qui chante peut-être. Et qui danse, parce qu'il est comme ça. Il y a 1000. Il y a 1000. 1000 personnes, pas plus. Il y a deux filles qui rigolent avec des guerriers, des soldats. Puis ils ont l'air de tous bien Être contents. Voilà. Il y a une personne pauvre, elle est à l'hôpital. tous ils sont pauvres. Tous ils sont pauvres, ils sont à l'hôpital à cause de la guerre et ils sont blessés. Alors on dirait que c'est des gens qui... Blessés ? Ouais, voilà, exactement, à l'hôpital ou dans un truc de fou. Ils sont dans un café. On dirait, je sais pas si c'est un coiffeur. On dirait qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, je sais pas moi. Lui, il se met quoi sur la tête? Moi, je sais pas lui pourquoi il a pas le jean, le pantalon, je sais pas quoi. En plus, je sais pas ce qu'il y a écrit sur le mur. Et je crois que c'est des trucs pour... Déjà, ça c'est l'heure, ça se voit. Ouais. Mais non. Mais Pourquoi, si. mais pourquoi c'est pas la même heure partout alors? Ça veut dire que lui, parce que tu vois pas les câbles, ça dirige à son truc. Ah mais c'est le truc quand ça là comme ça, mais sauf que quand tu le mets comme ça, je pense que c'est ça. Il y a des soldats. Ce sont des soldats, c'est logique. Ils jouent au foot. Bon là c'est bon. Là on dirait qu'il est bourré. Regardez en plus ça se voit là, regardez. Ici là, on voit la petite truc. Du coup on dirait qu'il est bourré, il a fait un tour, il est revenu, il est tombé KO là. Du coup là il est en train de manger. Pourquoi il y a un cœur? Il y a un avion avec un cœur, une tête de mort. Un cercueil. C'est comme s'il est content avec son avion. Il est content. Dans la... Un qui est en train de vous caver, je sais pas si c'est le deuxième guerre mondiale. Calme. Dans une traversée, il a pris une photo. Il est au calme, à côté de son truc. Avec un fusil. Et avec des sacs derrière. Des sacs pour qu'il se touche pas les balles. Qu'il lui touche pas. Il a un masque à gaz. Il a des gants de cuisine. Puis il y a des fleurs, je sais pas pourquoi. Parce qu'après on voit que sur la photo, on voit qu'il y a des fleurs. On voit ça un peu, il y a des fleurs noires ici. Non, c'est pas ça. C'est marron. Non, là, le truc là.
Ah, le fané. On s'en fiche de ça. Déjà, lui, il écrase ses jambes, je sais pas pourquoi. Il est au milieu, il y a des gens qui veulent passer. Il fait le pont. Parce qu'il a un couteau. Pas un couteau, le truc. Une épée. Voilà ça. On dit qu'ils veulent couper leur tête, je sais pas. Mais non, sinon il passerait pas dessous. Le pistolet, là, la mitraillette, il a... Non, je pense qu'il s'est fait taper. Mais non, regarde, il a le costume de... Mais oui, mais même sans le costume, avec le costume, ça changerait. Peut-être qu'il s'est fait taper à la guerre mondiale. Je sais pas. Mais non, il s'est pris un truc de mitraillette, là. Ils ont tous un truc, là, ça fluide. Ils ont tous un chapeau, sauf le petit, parce que c'est le plus jaune, on dirait. Ah, et lui aussi. Mais les deux qui ont le t-shirt blanc, ils ont pas le chapeau. Ah oui, c'est vrai. Ce sont des kahlouches qui attendent la guerre. Ils se battent pour la société. C'est le truc d'Hitler, là, ou je sais pas quoi? Voilà, je sais pas, casse la tête, ça. Les Africains contre les Français. Les Africains contre les Espagnols, les Italiens. Après tout, c'est naturel quelque part. On garde toujours plus facilement à l'esprit ou dans notre mémoire des choses positives, des choses agréables. C'est humain. C'est Jules Romens, écrivain, philosophe et poète du début du XXe siècle, qui disait « Le temps passe, et chaque fois qu'il y a du temps qui passe, il y a quelque chose qui s'efface. » Dans ces conditions, le devoir de mémoire devient vite une tâche assez compliquée en soi, carrément un défi. Comment expliquer à nos enfants de la manière la moins ennuyeuse possible et sans choquer cette page sombre de notre histoire? Et puis d'abord, pourquoi revenir sur ces moments douloureux, sur toutes ces tragédies? Pourquoi parler de la Grande Guerre? Peut-être que la clé pour se souvenir plus facilement, c'est comprendre ce qui s'est passé. Alors, si on reprenait tout depuis le début? Tout commence par l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand et sa femme par un Bosniaque lors d'une visite à Sarajevo. C'est l'attentat de Sarajevo le 28 juin 1914. Un mois plus tard, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, soupçonnée d'avoir préparé l'attentat. Le jeu des alliances est déclenché. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France alors même que ses troupes envahissent le territoire français. La situation va dégénérer rapidement. Au début de la guerre, les puissances de la Triple Entente étaient la Grande-Bretagne, la France, la Russie. En face se trouvaient les puissances centrales, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie. L'Italie, alliée de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie d'avant-guerre, entra en guerre en 1915 aux côtés des pays de l'Entente. En 1918, beaucoup d'autres pays avaient participé au conflit, dont les États-Unis et le Japon aux côtés de l'Entente. Sur un front de 800 km s'étendaient les tranchées, lieu aux conditions de vie désastreuses, où les soldats attendaient les ordres. La bataille de Verdun s'est déroulée du 21 février au 18 décembre 1916, dans la région de Verdun, en Lorraine. Elle a opposé les armées françaises et allemandes. C'est la plus longue bataille de la Première Guerre mondiale et l'une des plus dévastatrices, ce qui a donné lieu au mythe de Verdun, la mère des batailles, une des plus inhumaines auxquelles l'homme se soit livré. L'artillerie y cause 80% des pertes. Le discours mémoriel typique brosse le portrait des soldats dont le rôle consiste surtout à survivre et mourir dans les pires conditions sur un terrain transformé en enfer. Tout cela pour un résultat militaire nul, ce qui en fait le symbole de la futilité de toute guerre industrielle. La première ligne était synonyme d'enfer sur terre. La boue, le froid, la faim, l'incertitude, ou encore les corvées marquaient le quotidien du fantassin de la première ligne. Les tranchées n'étaient séparées parfois que de quelques mètres. Il fallait être aux aguets en permanence, de jour comme de nuit. Les tirs d'artillerie, les coups de main, généralement nocturnes, ou encore la guerre des mines engendraient une incertitude constante, synonyme d'énorme pression psychologique.
Le silence, le calme n'avaient rien d'apaisant. Et face à cette détresse psychique, les armées se sont évertuées à aménager une relève régulière. On passait des premières lignes en cantonnement selon les périodes incertaines. On restait 4 jours en ligne et on redescendait pour 4 jours à l'arrière. Et on remontait à l'avant pour 4 jours et ainsi de suite jusqu'à la fin. S'il devait y avoir une fin à cette triste histoire, les poilus étaient découragés. L'une des missions affectées aux soldats des tranchées était de fournir des renseignements aux autorités militaires. Pour se faire, des sections de volontaires risquaient leur vie en organisant des patrouilles et les coups de main. Ces entreprises nocturnes permettaient aux membres de la section d'échapper aux corvées habituelles, mais furent également motivées par l'appât du gain, 50 francs par prisonnier ramené. C'est sur un sol boueux ou gelé que les corps francs rampaient dans l'optique d'obtenir la moindre information sur le belligérant, au risque d'être confrontés à un poste d'ennemi ou bien même aux tirs de camarades non informés de leurs mouvements. À l'instar des coups de main et patrouilles, les corvées avaient lieu majoritairement la nuit mais n'étaient pas réalisées par n'importe qui. En effet, le grade procurait un certain nombre d'avantages matériels et dispensait par la même occasion de bien des occupations exténuantes. Le répit n'existait pas pour les biffins, actifs de jour comme de nuit. Ainsi, les gradés ne laissaient jamais les troupes inactifs en leur confiant des missions périlleuses. Ces corvées imposées aux soldats du bas de l'échelle furent nombreuses et consacrées par exemple à la consolidation des tranchées, installation de rondins, à l'aménagement du sol, poste de caillebotis, à l'amélioration des défenses par le biais de l'installation de réseaux barbelés, de chevaux de frise, de hérissons ou encore au transport périlleux de fardeaux, grenades ou explosifs. Le déplacement entre les lignes arrière et la première ligne s'exécutait à travers d'étroits boyaux sinueux et marécageux, quasiment à découvert, ralentissant les hommes et les exposant directement aux tirs et mitrailleuses adverses. La vie dans les tranchées se résumait à des longues périodes d'ennui ponctuées de brefs moments de terreur. La menace de la mort obligeait les soldats à être constamment sur le qui-vive alors que les conditions de vie difficiles et le manque de sommeil minaient leur santé et leur endurance. Les rats et les poux tourmentaient les soldats jour et nuit. Des rats gigantesques attirés par la nourriture et les déchets des armées stationnaires contribuaient à répandre les maladies et étaient un irritant constant. En 1918, les médecins identifièrent également les poux comme les responsables de la fièvre des tranchées qui causait des maux de tête, de la fièvre et des douleurs musculaires aux soldats. L'insalubrité des tranchées, particulièrement due à l'humidité froide et persistante, provoquait la maladie du pied des tranchées, infection apparentée aux engelures qui, dans les cas les plus graves, pouvait causer la gangrène et nécessiter l'amputation. La guerre des tranchées était caractérisée par les bombardements ou les tirs d'embuscade, des tirs de fusil violents ou mortels troublant périodiquement la nuit de la vie des tranchées. L'ennemi était en grande partie dissimulé à la vue et les soldats se sentaient souvent impuissants face à une mort arbitraire et soudaine. L'incapacité de se défendre contre les obus ou les tireurs d'élite et les difficultés constantes de la vie dans les tranchées provoquaient un stress et un épuisement excessif. L'infanterie et les mitrailleurs qui subirent la majorité des pertes au cours de la guerre prévoyaient de perdre chaque mois 10% de l'ensemble de leur effectif par décès, blessures et maladies. La mort ne chômait jamais sur le front occidental.
Faire ces recherches tous ensemble, réunir de la documentation, visionner des films et des archives vidéo, a pris du temps. Mais au-delà de toutes ces informations, le témoignage par le vécu reste quand même plus authentique et plus marquant. Malheureusement, le dernier poilu français encore en vie, Lazare Ponticelli, nous a quittés en 2008. Nous avons donc pu rencontrer Brian et Thomas, courageux porte-drapeaux dans le Lot-et-Garonne, qui tentent de perpétuer le souvenir et la mémoire de nos anciens combattants. Leur travail de recherche pendant 1 an leur a procuré de belles rencontres, de belles anecdotes aussi. Tout ceci, ils l'ont réuni dans un ouvrage intitulé « En attendant la libération ». Qui pouvions-nous trouver de mieux qu'eux pour nous rapporter les mémoires de tous ces héros? Le thème du livre, c'est la Seconde Guerre mondiale. Donc du coup, on a un petit peu sillonné tout le Lot-et-Garonne pour chercher certains témoignages pour nous raconter un petit peu leur histoire sur la Seconde Guerre mondiale, comment ils les ont vécus. Au moins une vingtaine de témoignages concernant tout ce qui est résistant. On a une dizaine de résistants maquisards. On a eu, malgré nous, 2 prisonniers de guerre, 2 déportés. Recueillir leurs témoignages à travers des questions qu'on leur a posées et des questions ouvertes, des choses ouvertes qu'ils avaient envie de dire. Et à travers ces témoignages-là, c'est pour s'engager auprès de la jeunesse et toujours passer un message à la jeunesse, un message de paix pour la jeunesse que nous ont transmis nos anciens à travers ces témoignages, à nous de transmettre. Au cours du livre et de nos expériences, on a rencontré des Italiens, des Espagnols, des Portugais, des Anglais avec le général Dick Bogg, qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale pour certains, et d'autres qui ont combattu dans l'armée de France après la Seconde Guerre mondiale, l'opération extérieure. On a retranscrit vraiment l'histoire qui nous a été racontée. On n'a pas fait de résumé. En fait, le projet, en fait, c'est on les a rencontrés, on a recueilli leur histoire, on a retranscrit leur histoire, et après on a envoyé leur histoire par courrier pour obtenir leur correction et leur accord pour publication. Mais on n'a pas fait ni de travail de résumé, ni de travail de recherche. On a fait vraiment un travail de les écouter et retranscrire vraiment leur histoire pure et dure comme elle est, sauf certains qui n'étaient plus en état de témoigner complètement. Et là, pour eux, il a fallu qu'on recherche dans les certificats militaires pour essayer de compléter le témoignage, pour avoir quelque chose à peu près lisible, à peu près correct. C'est un livre qui est très local. Donc pour nous, l'essentiel, c'est que les anciens combattants aient leur histoire écrite et que les jeunes, les anciens combattants, puissent connaître l'histoire des uns des autres. Parce que c'est ça aussi la France, c'est l'histoire des uns des autres. Beaucoup regrettent d'avoir mis autant de temps pour témoigner. Beaucoup regrettent d'avoir attendu trop longtemps. Et s'ils le font maintenant, c'est parce qu'ils ont attendu trop longtemps. Et je pense que c'est lié à la Première Guerre mondiale, c'est l'un des plus gros regrets qu'on peut avoir. C'est que les anciens de la Première Guerre mondiale ont mis beaucoup de temps à témoigner, parce que c'était extrêmement douloureux. Et le problème, c'est que maintenant que les anciens combattants commencent à témoigner, malheureusement, ils s'en vont. Donc, on a quelques témoignages et il faut espérer quand même que pour l'avenir, ce besoin de témoigner soit plus important pour le devoir de mémoire demeure. On en a croisé qui avaient certains cauchemars, certains traumatismes surtout, qui rêvent encore tous les soirs des batailles, de voir leurs amis mourir sur leurs yeux. J'ai eu 2 cas avec un monsieur qui était un ancien président départemental. Sa famille ne voulait pas que j'aille le voir, parce qu'à chaque fois que j'allais le voir, ce monsieur faisait des cauchemars. Puisqu'on parlait de la guerre, il faisait des cauchemars. Et souvent, il se réveillait la nuit dans sa maison de retraite, comme s'il était au combat, prêt à aller combattre l'ennemi. Il s'est éteint, il avait 94 ans. Et j'avais rencontré lui et un autre monsieur qui témoigne dans les écoles, qui est monsieur Chantre, qui témoigne dans les écoles et qui lui aussi, sa fille m'a dit qu'à chaque fois qu'il devait en parler, c'était quelques jours de cauchemar avant et quelques jours de cauchemar après. Parce que c'était très compliqué. Il me racontait qu'il faisait souvent le cauchemar de s'évader du camp de concentration dans lequel il a été. Il a été incarcéré à Villeneuve-sur-Lot et envoyé à peine d'Agenais et ensuite envoyé dans le camp de Dachau. Et lui faisait toujours ce même cauchemar de s'évader. L'omniprésence du danger et de la mort engendrait parallèlement des traumatismes psychologiques, les cadavres en décomposition, les corps démembrés, les séquelles engendrées
par les tirs d'artillerie imprègnent la journée du poilu au point d'aboutir à des troubles psychiques liés au stress, dont certains troubles post-traumatiques comme l'obésité qui provoquent des séquelles à long terme allant des troubles du sommeil aux maladies psychosomatiques graves. D'autres maladies viennent accabler les hommes des tranchées comme la typhoïde, la dysenterie et les maladies intestinales qui résultent de la mauvaise qualité de l'alimentation. Il était prévu par soldats une ration journalière composée entre autres de 700 g de pain, 400 g de viande fraîche ou en conserve, 75 g de fromage, 37 g de café, 45 g de margarine ou de lard, entre 25 et 40 g de féculents, haricots blancs, petits pois, riz. Mais en réalité, les quantités furent moins importantes et de moindre qualité. Le ravitaillement en nourriture constituait en lui-même une corvée puisque de soldats, volontaires ou désignés, devaient se rendre à l'arrière jusqu'aux cuisines pour ensuite effectuer le chemin inverse chargé de bidons. Il était donc fréquent que la nourriture soit livrée froide, soit déversée en raison des conditions d'acheminement difficiles ou encore non distribuée face à l'ampleur des affrontements. La malnutrition prédominait donc, tout comme la déshydratation et la mauvaise qualité de l'eau que les soldats faisaient bouillir pour la purifier. Dans le désœuvrement, les diverses occupations s'orientaient vers le jeu de cartes, la manille pour les soldats, la conversion et l'écriture. Certains passe-temps n'étaient pas accessibles à tous, comme la photographie. Les soldats des milieux urbains pouvaient se faire offrir un petit appareil photo, le Vest Pocket Kodak, dans l'optique de ramener des souvenirs du front. D'autres s'improvisaient collectionneurs ou plutôt pileurs et se livraient à la chasse aux trophées, aigle, impérial, fusil Mauser. Certains fabriquaient des objets, des bijoux avec toutes sortes de matériaux fournis par les douilles, les ceintures d'obus, les boutons d'uniforme. Ces réalisations étaient préservées, vendues ou bien troquées. Héros de l'ombre, les animaux ont aussi joué un rôle important au cours de la guerre 14-18. Envoyés au front lors des attaques, utilisés comme moyen de traction et de communication, ils faisaient partie intégrante de la stratégie militaire. Compagnons fidèles, ils partageaient le quotidien des soldats et leur permettaient de s'évader pour un temps des horreurs de la guerre. D'abord célébrés par les soldats, puis relégués au second plan dans l'histoire, ces animaux sont presque entièrement tombés dans l'oubli. Eux aussi ont pourtant payé un lourd tribut. Chevaux, mulets, bœufs, ânes, chiens, pigeons, voyageurs. Au total, on estime qu'environ 14 millions d'animaux ont participé à la Première Guerre mondiale. C'était au cours de la Première Guerre mondiale que la Croix de guerre, notamment, avait été décernée à un oiseau. C'était le premier qui a reçu la Croix de guerre, c'était un oiseau. Puis c'était un oiseau qui faisait des liaisons entre les camps pendant la Première Guerre mondiale. C'est un oiseau à qui on a remis la Croix de guerre pour avoir servi les relations entre armées et pour pouvoir lier les deux camps. Donc c'était ça. Et puis on a toujours, même encore maintenant, au cours des opérations extérieures, des animaux, des chiens qui portent une médaille sur leur collier, qui portent une médaille puisque ils ont été décorés, notamment dans les attentats terroristes qu'on a connus il n'y a pas très longtemps. Il y a un chien qui est intervenu, qui s'appelait, il me semble, Diesel, qui est intervenu et qui lui a été décoré d'une médaille parce qu'il est intervenu dans les attentats et qu'il a permis de sauver des personnes. En plus du lourd bilan humain, 9 millions de morts au cours du conflit, on oublie souvent que la Grande Guerre a entraîné d'énormes pertes animales. Les chevaux ont été les plus touchés, avec environ 10 millions de chevaux tués entre 1914 et 1918. Une fois la guerre terminée, beaucoup de rescapés ont dû être abattus en raison de leurs blessures, de leur grand âge ou simplement parce qu'on ne leur trouvait plus d'utilité. En Australie, par exemple, sur 13 000 chevaux enrôlés, 15% ont été euthanasiés à l'issue du conflit.
car on ne savait pas où les placer. Une bien triste fin pour ces héros de guerre. Utilisés dans un premier temps par les Français et les Anglais pour charger l'ennemi lors des combats, les chevaux se sont heurtés au feu impitoyable de l'artillerie et à la froideur des tanks. La guerre de 1914-18 a ainsi marqué un tournant dans la manière de faire la guerre, la cavalerie ne faisant pas le poids face aux machines destructrices. Les soldats ont donc surtout mis à profit la puissance de traction des chevaux, des ânes, des mulets et des bœufs pour transporter les vivres, les munitions et les blessés entre le front de combat et les lignes arrière. Les pigeons voyageurs ont également pris part à la guerre, celle de l'information, pour communiquer avec un front parfois isolé. Les pigeons ont apporté leur assistance en entrant dans la guerre, bien malgré eux, volant au-dessus des champs de bataille afin d'acheminer leur message, pour tenter d'obtenir le moindre renseignement de leurs ennemis français. Les Allemands exigeaient en territoire occupé que tout pigeon trouvé leur soit rapporté. Quant aux lâchers de pigeons, ils étaient punis de la peine de mort. Une peine qui témoigne de leur importance et de leur utilité. Les Anglais en auraient utilisé 5000. Les chiens, quant à eux, avaient deux fonctions principales. La première consistait à retrouver les blessés après chaque offensive. Leur seconde mission était informative en complément des pigeons. Les chiens étaient dressés pour porter des messages écrits et des munitions vers des points de ravitaillement. Au total, 100 000 chiens auraient été mobilisés durant la guerre. La présence des animaux dans les camps contribue toutefois à remonter le moral des troupes. D'après certains témoignages, les soldats n'hésitent pas à qualifier ses compagnons d'infortune de frères. Certains animaux deviennent rapidement les mascottes des soldats, comme Tiny, un âne récupéré par les Anglais en Picardie et dont on raconte qu'il appréciait le thé. Des animaux plus exotiques sont également conservés à l'arrière des tranchées, comme de véritables porte-bonheur. C'est le cas d'un éléphant, qui avait été offert aux soldats allemands par un directeur de cirque, ou d'un lionceau qui veillait sur l'armée de l'air américaine. Dès 1915, les attaques chimiques à grande échelle furent utilisées par les Allemands et les Alliés au cours de cette guerre de position où les gaz pouvaient s'infiltrer partout dans les tranchées, les abris et les casemates. On distinguait plusieurs types de gaz toxiques, les suffocants comme le chlore ou le phogène qui détruisaient les alvéoles des voies respiratoires, les sternitatoires non mortels, mais provoquant éternuements et nausées qui contraignaient les soldats à retirer leurs masques à gaz, et enfin les vésicants les plus agressifs comme l'hypérite ou le gaz moutarde produisant par contact des brûlures douloureuses, aveuglement et attaque des voies respiratoires. L'aviation durant la Première Guerre mondiale va évoluer rapidement. Les appareils étaient construits à base de bois avec des ailes en toile. Ce matériel rudimentaire et le manque d'expérience des ingénieurs aéronautiques firent que ce type d'appareil était structurellement fragile et il n'était pas rare qu'il se brise en vol, particulièrement lors de violentes manœuvres de combat. Dès 1909, ces machines volantes évoluant à grande vitesse furent considérées non plus comme des jouets, mais comme des armes. C'est en France qu'est créé le premier groupe de bombardement au monde, le 23 novembre 1914. Les voisins 3 étaient les seuls avions disponibles pour cette mission. Ceux-ci ne pouvaient emporter que les chargements très légers, entre 55 et 160 kg de bombes. Les bombes étaient rudimentaires et les systèmes de visée restaient à développer.
En 1917, après 3 années d'une guerre meurtrière et indécise, la lassitude touchait l'ensemble des armées européennes, dont le moral était au plus bas. Dans l'armée française, de nombreux soldats s'infligèrent des mutilations volontaires pour quitter le front. Mais les médecins militaires décelaient ces blessures par les traces de poudre entourant le point d'entrée de la balle, et les intéressés étaient sanctionnés. Les mutineries se manifestèrent essentiellement par les refus de certains soldats de plusieurs régiments de monter en ligne. Ces soldats acceptaient de conserver les positions, mais refusaient de participer à de nouvelles attaques ne permettant de gagner que quelques centaines de mètres de terrain sur l'adversaire. Ils demandaient des permissions. Ces refus d'obéissance s'accompagnèrent de manifestations bruyantes, au cours desquelles les soldats exprimaient leurs doléances et criaient de multiples slogans, dont le plus répandu est « À bas la guerre ». Environ 3500 condamnations en rapport avec ces mutineries furent prononcées par les conseils de guerre avec une échelle de peine plus ou moins lourde. De nombreux soldats français furent fusillés pour l'exemple, souvent dans une grande injustice. Dans toutes les colonies françaises, on a recruté des tirailleurs de Dakar à Brazzaville. En 1914, on a recruté 26 000 tirailleurs sénégalais, dont 8 000 ont participé au premier combat, puis 50 000 en 1915-1916. C'est une perle rare parmi les anciens combattants. C'est un Vietnamien qui a fait la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, qui est venu maintenant se réfugier en France. Qui est venu en France, après c'est M. Manican. Il s'appelle M. Manican. Qui est très connu à Sainte-Livrade. Voilà. Sur Sainte-Livrade, je crois. Après il y a aussi les Harkis notamment, voilà, qui sont pas très loin à Bias, mais qui sont des Harkis qui eux sont d'origine algérienne pour l'essentiel, algérienne, marocaine pour certains. Et on a les Algériens, on a les Vietnamiens, on a les Espagnols également, voilà, qui ont fui le régime nazi, enfin le régime qui collaborait avec le régime nazi, le régime de Franco. Ils sont venus travailler ici à Sainte-Livrade. On estime que de 1914 à 1918, 250 000 soldats d'Afrique subsaharienne ont combattu en France. La même ponction a été opérée sur toute une génération d'hommes, jeunes dans tout le Maghreb, avec l'enrôlement des tirailleurs algériens. À Madagascar, avec celui des tirailleurs malgaches. Au Vietnam, avec celui des tirailleurs indo-chinois. À Djibouti et dans le Pacifique. Ce sont au total près de 700 000 hommes des colonies qui ont été mobilisés dans l'Empire. Parmi eux, il y a eu plus de 80 000 morts ou disparus. La France occupe une place tout à fait particulière en matière de photographie, car l'essentiel des clichés vus par l'arrière provient des soldats qui pratiquent en amateur au front. Ils vendent ensuite leurs clichés aux magazines illustrés qui ont mis sur pied des concours hebdomadaires ou mensuels très alléchants de 250 à 1000 francs. La mise sur pied d'un service photographique aux armées ne favorise pas l'utilisation des clichés officiels par la presse, car ils sont trop chers et insuffisamment sensationnels. Les photographies officielles restent donc très peu vues par le public français durant 4 ans et demi. Les envoyés spéciaux des journaux ne peuvent aller au front qu'à partir de l'été 1917, et ils sont de toute façon encadrés par les militaires. Les pertes humaines de la Première Guerre mondiale s'élèvent à environ 18,6 millions de morts. Ce nombre inclut 9,7 millions de morts pour les militaires et 8,9 millions pour les civils. Dès le début de la guerre, des milliers de soldats blessés doivent être évacués du front vers l'arrière.
du traitement d'urgence à la convalescence. C'est un véritable parcours du blessé qui se met en place. L'artillerie infligeait jusqu'à 80% des blessures, les éclats d'obus boient les membres, éventrent les corps, détruisent les visages. En cas d'impact direct, ils peuvent pulvériser un combattant, dont il ne reste finalement plus rien. Les fusils eux-mêmes sont beaucoup plus puissants que ceux de la guerre de 1870, leurs balles plus rapides, plus précises, plus vulnérantes. Les plaies souillées de terre ou de fragments de vêtements forment de vastes orifices qui saignent abondamment. Il faut alors juguler l'hémorragie avec les moyens du bord. Garrots, compresses, pansements, peu ou pas d'anesthésiant. On opère les blessés au chloroforme ou à l'éther. Nul ne sait à l'époque comment apaiser les douleurs extrêmes. Dans le chaos général, la médecine réalise cependant des progrès spectaculaires. Début de la transfusion sanguine, ablation des tissus endommagés pour éviter la gangrène. Détection des fractures par rayon X. En 1916, Justin Godard, responsable du service de santé militaire, inaugure le musée du Val-de-Grâce pour présenter au public les exploits de la chirurgie militaire française. La collection des centaines de moulages de gueules cassées fait sensation, mais il restera encore un nombre important de soldats blessés psychiquement par la guerre. Des blessures invisibles mais qui marquent à vie. Autant d'individus perdus pour la société et qu'il faudra accompagner psychologiquement pendant plusieurs années. Rares sont ceux qui retrouveront ensuite un semblant de vie normale. Les hommes partaient à la guerre, au front, et les femmes, elles, travaillaient dans les usines d'armement pour ravitailler, puisqu'ils n'avaient pas le droit d'aller sur le champ de bataille. Elles restaient dans les usines d'armement pour préparer les bombes, préparer les armes. Porter le drapeau pour moi, c'est faire vivre mon pays, mon département, pérenniser la mémoire des anciens combattants, des personnes qui se sont battues pour la France, faire vivre leur mémoire, transmettre leur mémoire. Pour moi, c'est une joie de porter ce drapeau. C'est beaucoup de fierté aussi, c'est vraiment la fierté à l'égard de nos anciens, de montrer, de rassurer nos anciens, de leur montrer qu'on est là et qu'on sera toujours présent à leur côté pour les jeunes, pour vous, pour les autres jeunes, pour raconter leur histoire et qu'ils peuvent partir en paix avec leur histoire bien gardée. Et c'est le but du livre, que leur histoire soit gravée sur des pages et que jamais on oublie leur histoire. On a souvent le droit de poser le drapeau par terre. Après c'est vrai qu'on le tient à la taille pendant un bon moment. Physiquement c'est très compliqué. Mais après, c'est la mémoire de nos anciens, c'est nos jeunes, c'est tout ça qui nous font tenir. On voit les anciens qui ont parfois 90 ans, 80, 90 ans et qui portent le drapeau pendant 1 heure sans bouger. Donc on se dit, si eux peuvent le faire, nous à 20 ans, on peut largement le faire. Il y a beaucoup de tristesse puisque c'est un conflit qui a été très dur, qui a marqué les esprits, qui a marqué les corps. Donc c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions. Après il y a de la joie quand même dans ce qu'on nous raconte, il y a des moments de joie, il y a des gens qui ont retrouvé des personnes après la guerre, il y a des familles qui se sont construites pendant la guerre. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'empathie aussi, de sympathie à l'égard des anciens. Dans la totalité des témoignages, le message c'était la paix et la tolérance. Donc c'était un vrai message de paix et de tolérance que nous ont livré nos anciens. Et qu'ils espèrent qu'on va conserver à tout jamais pour que une autre guerre n'éclate pas à nouveau, même si certains sont plus frileux et pensent que ça n'empêchera pas une autre guerre, mais c'est vraiment un message de paix et de tolérance que nous livrent nos anciens. Plonger dans ces images pleines d'émotions, ces scènes effrayantes, c'est se replonger dans le quotidien de tous ces hommes et de toutes ces femmes. C'est ressentir des bribes
certes, de ce qu'ils ont vécu réellement, leur joie, leur peine, leur souffrance, leur bonheur, mais c'est au moins ressentir quelque chose, éprouver de la compassion, de l'émotion, du respect pour tous ces héros de notre passé. Il ne tient qu'à nous de ne pas effacer de notre mémoire les sacrifiés, les oubliés, tous ceux qui se sont battus pour nos libertés d'aujourd'hui, tous ceux qui ont permis à notre société moderne d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Les gadgets du moment ne doivent pas nous faire perdre de vue l'élément essentiel au cœur de nos vies, l'humain. L'humain qui est magnifié par des sentiments comme l'amour, la peur ou encore le rêve. Savoir regarder en arrière, savoir comprendre les erreurs du passé nous permet de construire un avenir meilleur, pour nous et pour nos enfants. Qui ne veut pas le meilleur pour son enfant, pour ses proches? Je suis sûr que chaque père, chaque fils, chaque amant qui se battait dans les tranchées en 1914 avait cette pensée avant de gravir l'échelle qui l'emmenait au feu. Nous sommes tous des enfants, des petits-enfants de ces hommes et de ces femmes. Je pense que ça ne peut pas faire de mal d'avoir de temps en temps une petite pensée pour eux aussi en retour. Le soldat de la première ligne a connu l'enfer sur Terre à travers un quotidien tellement difficile à relater, à imaginer, qu'il paraît parfois irréel. Ce conflit marqua à jamais les esprits, mais n'empêcha pas, 20 ans plus tard, un second conflit mondial lourd en conséquences et en désolation. Pourtant, le sacrifice de tous ces hommes n'a pas été vain, car nous sommes là aujourd'hui pour entretenir cette mémoire et avancer dans la vie. En passant par la Lorraine avec mes sabots, en passant par la Lorraine avec mes sabots, rencontrer trois capitaines avec mes sabots sont d'un nom, avec mes sabots. Rencontrer trois capitaines avec mes sabots, rencontrer trois capitaines avec mes sabots, ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots sont d'un nom, avec mes sabots. Ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots, ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots. Je ne suis pas si vilaine avec mes sabots dont des noms, avec mes sabots. Je ne suis pas si vilaine avec mes sabots, je ne suis pas si vilaine avec mes sabots, puisque le fils du roi même avec mes sabots dont des noms, avec mes sabots. Puisque le fils du roi même avec mes sabots, puisque le fils du roi même avec mes sabots, il m'a donné pour étrenne avec mes sabots dont des noms, avec mes sabots. Il m'a donné pour étrenne avec mes sabots, il m'a donné pour étrenne avec mes sabots, un bouquet de marjolaine avec mes sabots dont des noms, avec mes sabots. Un bouquet de marjolaine avec mes sabots, un bouquet de marjolaine avec mes sabots. S'il fleurit, je serai reine avec mes sabots dont des noms, avec mes sabots. S'il fleurit, je serai reine avec mes sabots, s'il fleurit, je serai reine avec mes sabots. S'il meurt, je perds ma peine avec mes sabots dont des noms. Avec mes sabots.